nous avons élaboré en 2019 une politique sanitaire, la politique sanitaire de la République centrafricaine, qui est la première depuis l'indépendance. Sur la base de cette politique, un plan national de développement sanitaire basé sur les soins de santé primaires et la modernisation du système de santé a été élaboré et approuvé par le gouvernement, lancé officiellement par le président de la République. Et donc dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de développement sanitaire, plusieurs politiques sous-sectorielles ont été mises en place pour initier une vaste réforme du secteur. Et donc, en appui à ce plan national de développement sanitaire, l'une de ces réformes porte sur la gouvernance particulièrement. Nous avons adopté ici plusieurs politiques, dont les plus emblématiques sont la politique sur la corruption et la fraude dans le secteur de la santé, la politique sur le harcèlement sexuel dans le secteur de la santé qui est en cours de finalisation, la politique de laboratoire, la politique sur l'approvisionnement en médicaments. Donc d'autres politiques vont suivre, notamment les politiques sur la digitalisation du système de santé. Du fait de la guerre et donc des crises politico-sécuritaires qui se sont succédées dans le pays et qui ont entraîné la détérioration avancée du système de santé, et nous avons assisté aussi, du fait de la situation sécuritaire, à une fuite de cerveau, à une raréfaction du personnel de santé, en fait une sorte de désert médical dans toute une moitié du pays. Et aujourd'hui, avec le retour de la paix, la pacification du pays, et qui est pacifié à presque 95%, il est question de redéployer du personnel. Et donc, avec l'appui du chef de l'État et des partenaires, nous avons engagé une campagne de recrutement du personnel, à la fois sur le financement de l'État et sur le financement des partenaires. Et si 1 millier de personnel a été recruté, la plupart des formations sanitaires du pays sont aujourd'hui tenues par des médecins. Nous avons recruté également du personnel obstétrical. Et une autre chose également, c'est un autre point, un autre axe, c'est l'équité. L'équité dans l'accès aux services par les plus vulnérables. Et cette équité est, en fait, le gap en équité a été comblé d'une part par la mise en service du personnel qualifié à travers le pays, mais par également la mise en place de la politique de la gratuité ciblée pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les femmes qui ont besoin de césarienne, les femmes victimes de violences sexuelles et les enfants de 0 à 5 ans. Donc cette politique, elle est mise en place sur toute l'étendue du territoire, certes à des degrés divers. Elle est pleinement mise en place aujourd'hui dans la moitié du pays, dans 15 districts sur 35 districts. Et nous sommes en train de compléter cela par la mise en place de ce qu'on appelle donc des structures de soins de santé primaire, mais surtout ce qu'on appelle l'engagement communautaire pour la santé et le bien-être, qui est pour nous aujourd'hui
le point d'ancrage de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire dans la perspective de la couverture santé universelle. L'engagement communautaire, c'est une approche qui est donc une approche qui prône le partenariat entre le gouvernement, les leaders de communauté et les populations. Et cette approche est née de la crise Covid, où nous avons pu maîtriser l'impact de la crise Covid par la surveillance assise communautaire, par les équipes qui vont de porte en porte, mais sous la supervision des chefs de quartier, des chefs de village, dans une équipe intégrée comportant le personnel de santé, la société civile. C'est ainsi que nous avons pu maîtriser l'impact de la crise Covid, puisque ces équipes recherchaient non seulement les personnes qui avaient le Covid pour un dépistage précoce et une prise en charge précoce afin d'éviter les décès, mais recherchaient aussi les personnes vulnérables qui étaient porteuses de comorbidités, hypertension artérielle, diabète, les femmes enceintes, les personnes vivant avec le VIH, les personnes porteuses de tuberculose qui étaient perdues de vue, bien, qui ne suivaient pas bien leur traitement et qui de ce fait-là étaient vulnérables au Covid-19. Aujourd'hui, cette approche s'est généralisée, comme je l'ai dit, sous la forme de l'engagement communautaire. Et ce qu'on a découvert, c'est important de le mentionner, c'est que finalement, 70% des personnes qui sont dans le besoin de soins n'utilisent pas l'hôpital, ne viennent pas dans les hôpitaux. Et pourtant, on a des grands programmes comme le Fonds mondial, des programmes de vaccination financés par Gavi, des programmes financés par la Banque mondiale, qui sont fondés sur les prestations des formations sanitaires. On découvre que ces formations sanitaires ne touchent que 30% de ceux qui sont dans le besoin. Un vrai gaspillage, un vrai problème d'équité. Et donc, c'est une découverte que nous avons faite et qui a été mise en exergue par la mise en œuvre de cette approche communautaire où donc, des équipes vont de porte en porte dans les communautés, déjà pour leur faire accéder au traitement du paludisme, dépistent le palu, traitent le palu, dépistent la tuberculose, dépistent le VIH. Voilà comment je peux résumer donc, nos réalisations dans le cadre de la couverture santé universelle. Nous poursuivons l'effort de mettre en place, de mettre en œuvre le PNDS sur la base des recommandations de l'OMS. Je dois dire que l'OMS a joué un rôle fondamental dans l'accompagnement et l'appui au gouvernement dans la mise en œuvre de ces réalisations. Il nous a accompagnés sur ces trois fronts, à la fois sur le plan technique et sur le plan matériel et financier. Et la stratégie d'engagement communautaire particulièrement a été impulsée par l'OMS dans le cadre de la Covid-19 et dans le cadre maintenant de la lutte contre les épidémies-pandémies et de la sécurité sanitaire nationale et internationale.